Nous voici sur l'avenue Bourguiba. Celle-ci et ses rues perpendiculaires sont bondées de snacks, de bars. Vers 21h, les Tunisois viennent boire un café, déguster des pâtisseries, manger une crêpe fourrée au chocolat. Nous quittons l'une des artères principales de la capitale pour nous rendre aux portes de la Médina. Depuis quelques années, d'anciens palais sont restaurés pour être transformés en hôtels ou en restaurants. C'est le cas de cet établissement tenu depuis 3 générations par la même famille. Le rez-de-chaussée est composé de petits salons. Le restaurant, lui, est à l'étage. Dans les cuisines du Dar El Jeld, on prépare les briques, des pâtes feuilletées et fourrées avec de l'œuf, du poisson ou de la viande, frits et servis en entrée. De l'autre côté de la cuisine, l'agneau, les poissons mijotent et sont servis avec plusieurs variétés de couscous. L'objectif de la maison, c'est de sauvegarder le patrimoine culinaire surtout. C'est-à-dire on n'a pas essayé de changer nos plats, ni de les mettre au goût du jour, c'est de représenter nos plats comme à la maison, à l'identique. Et pour cette raison, on a décidé de travailler principalement avec des femmes. La plupart, c'est des femmes qui n'ont jamais fait de la restauration, c'est-à-dire notre chef de cuisine et notre pâtissière. Ce sont 2 femmes qui savent très bien recevoir chez elles au départ. Et ils ont décidé de travailler, c'est des membres de la famille, soit par alliance, sinon vraiment de la famille. Ils ont décidé de travailler avec nous pour qu'on ne perde pas nos traditions culinaires surtout. Pour conserver la notion de tradition, les entrées jusqu'au dessert sont préparées uniquement dans les cuisines du restaurant. C'est les légumes de saison, c'est les fruits de saison, c'est-à-dire on n'a pas de conserve, on n'utilise pas de tout ce qui est produit surgelé, congelé, tout ça, ça n'existe pas. Et particulièrement à Dar El Jeld, tout est fait maison. C'est-à-dire même les feuilles de briques, c'est fait maison, c'est pas industriel, les épices, on essaie de faire comme à la maison. Le lendemain, nous traversons le marché central de Tunis, qui se situe à quelques pas de l'avenue Bourguiba. C'est ici que tous les matins, les fruits, les légumes, les poissons et les fruits de mer sont achalandés. Thon, espadons, moules, crevettes, rougets, dorades font partie du menu quotidien des Tunisiens. Les Tunisiens aiment bien les poissons. On mange bien les poissons. Aussi bien c'est le moment de l'espadon maintenant, le moment de Miro, on le travaille en tranches, aussi bien les chiens de mer. On a tout. Vous les pêchez où ces poissons? La plupart du sud. C'est au Guebes, Sfakas, aussi à Bizerte. C'est pas loin d'ici, presque 60 km de la Tunisie. De Mahdeya, près de Sousse, presque 150-160 km de Tunisie. La Méditerranée? Bien sûr, oui. Nous voici maintenant dans la Médina, le cœur de la capitale. Bâti au 8e siècle, l'ensemble arabo-mauresque s'est développé autour de la grande mosquée, Es Zitouna. Depuis 1979, la vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au cœur de la Médina, la grande mosquée de l'Olivier, le cœur religieux et culturel de Tunis, dont la construction remonte à la naissance de la ville musulmane au 8e siècle. La grande mosquée est entourée de souks. Les ruelles sont remplies de ces petits commerces où sont vendus épices, bijoux, cuir, tapis, souvenirs pour les touristes. Nous voici dans le souk des Chéchia, cette pipao introduite dans le pays par les musulmans andalous chassés d'Espagne au XVIIe siècle. À
À quelques kilomètres de la Médina, nous voici à l'ouest du centre-ville, dans le splendide musée national du Bardo. 800 000 visiteurs déambulent chaque année au cœur de la plus belle collection de mosaïques romaines au monde. Divisé en 6 départements, préhistoire, punique, romain, chrétien, arabo-musulman et fouilles sous-marines de Mahdia, ce musée présente des œuvres sublimes, comme le triomphe de Neptune, réalisé au second siècle de notre ère. Trouvé à Sousse, sur la côte tunisienne, l'œuvre s'étend sur 137 mètres carrés. Elle est composée de plus de 2 millions de mosaïques. Autre pièce unique au monde et logée dans l'une des plus belles salles du musée, c'est la représentation du grand poète latin Virgile, entouré de ses 2 muses, Clio et Melpomène. Nous quittons la capitale, direction le sud, vers Kérouan. En traversant les plaines de la Medjerda, parsemées d'oliviers, nous croisons des villages comme Teboursouk, qui bordent la route. Aujourd'hui, comme tous les matins d'ailleurs, c'est le jour du marché. Les dattes, les figues, les pommes, les oranges, les poires sont vendus comme les tomates, les carottes, les haricots, les choux-fleurs et bien d'autres légumes de la région. Oui, monsieur. C'est ça, monsieur. C'est des artichauts sauvages dans la montagne. Et c'est gratuit. On l'amène ici, on la vend, voilà. Et on l'utilise comment en cuisine? Dans les couscous. Dans les couscous, ils donnent les légumes, voilà. Et ça marche. Bien sûr, on coupe des petits morceaux, on nettoie, on coupe. Et on amène, on donne les casseroles. Tous les jours, on fait les marchés comme ça, voilà. Nous, on travaille, on amène les légumes et tout ça de loin, 200 km, 150 km, et après, on a vendre ici. On a aussi une culture de légumes ici, partout, un peu de tout, voilà. Alors les hommes, ils vendent, ils viennent acheter, et les femmes, elles cuisinent alors? Oh, ouais, bien sûr, ils travaillent aussi. À la terre, on travaille. C'est l'égalité, c'est kiff-kiff. À quelques kilomètres de là, perché sur une colline qui domine la vallée, voici Douga, l'une des plus majestueuses cités antiques dont les premières fouilles débutèrent en 1882. Le site s'étend sur 25 hectares. Il comprend le mausolée, dédié à un prince numide. Celui-ci date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Plus haut, voici le théâtre, érigé en 166, qui accueillait jusqu'à 3500 personnes. Les thermes d'été et d'hiver sont logés à quelques pas de la place du marché, qui précède le Capitole, l'un des plus beaux monuments romains d'Afrique du Nord, dédié à la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve. Ce site exceptionnel dissimule bien d'autres trésors, comme les arènes de la cité, qui n'ont pas encore été déterrées. La ville, ça c'était donc à cette époque, il y a 5000 habitants. 5000 habitants. Et puis une route, nous avons donc une route à l'époque romaine qui reliait Douga-Carthage à Tunis 120 km. Et nous avons une autre route là qui reliait Douga à l'Algérie à Tébessa, donc une ville romaine qui s'appelle Tébest. On peut voir encore les traces des roues des chars qui reliait Douga à l'Algérie et Douga-Carthage, Tunis 120 km. Après 2h30 de route depuis Douga, nous apercevons les remparts de la Médina de Kérouan. La ville fut fondée en 670 par le général Okba ibn Nafi. Cette ville sainte se situe à 170 km au sud de Tunis. Située à côté de la grande mosquée, nous nous rendons dans un atelier de tapis. Au 1er siècle de l'ère islamique, l'émirat aghlabite de Kérouan payait partiellement le tribut de souveraineté au calife de Bagdad en tapis. Depuis plusieurs siècles, cet artisanat fait vivre un grand nombre de familles kérouanaises.
Alors Habib, voici un tapis typique de Kérouan. C'est Pourquoi? Parce que tout simplement, la forme a la forme géométrique, c'est-à-dire en forme classique. Les coloris sont de majorité naturelle et la forme, c'est classique où il y a, par exemple, là, c'est le lustre, l'un des 5 lustres qui se trouve à la salle de la paix de la Grande Mosquée. Là, c'est la croix de Kérouan. Les marches d'un côté et de l'autre forment au centre un coupole, c'est la direction de la Mecque. Là, sont les alvéoles sculptés au plafond de la mosquée de Barbier, les remparts de la ville et l'écriture koufique qu'on trouve également sur la mosquée de Trois Portes. C'est fait avec quoi? C'est fait avec la main, bien sûr. Là, c'est un tapis traditionnel qui est fait à la main, qui contient aussi 40 000 nœuds par mètre carré. Il y a des autres qui contiennent 90 000 nœuds. Il y a des autres aussi qui sont plus fins, qui contiennent 160 000 nœuds par mètre carré, mais toujours en laine. Et comment est-ce qu'on le fait à la main alors? Mais bien sûr, ils sont faits déjà à la main, avec les jeunes filles ou bien les femmes. La femme se met devant le métier à tisser, elle prend le fil de la laine, elle passe le fil de la laine entre les fils de chaîne du tapis, puis elle fait un nœud, c'est comme un nœud de cravate qu'on le fait. Et là, un nœud à côté de l'autre jusqu'à ce qu'il termine de ranger. Puis, elle passe le fil de la laine au sens de la largeur, puis avec le peigne, elle tasse bien, et là, ça sera la base de notre rangée. Et ainsi de suite. Autre spécialité de Kérouan, c'est le makroud. Cette pâtisserie prend place sur les étals aux côtés d'autres douceurs sucrées tunisiennes, fabriquées avec de la pâte sablée ou croquante, du miel, fourré aux amandes, aux noisettes, aux pistaches ou encore aux dattes. En cette veille de Mouled, le jour qui célèbre la naissance du prophète Mohammed, les Kérouanais achètent des makroud pour les consommer ou les offrir lors de cette fête. C'est une tradition. Autre spécialité, fabriquée lors des jours de fête, c'est le robs. Dans la boulangerie de l'Espoir située à Gargabeya, l'un des quartiers populaires de Kérouan, Lofty et son équipe de boulangers préparent ce pain à base de semoule, d'huile d'olive, de beurre salé et quelques graines de sésame et de fenouil. Il sera dégusté par la majorité des familles kérouanaises tout au long de la journée de fête. Nous quittons Kérouan en direction de l'Est, en direction de la côte méditerranéenne. Nous voici à Port El Kantaoui. La station balnéaire s'articule autour du golfe et de la marina. C'est aussi un haut lieu de l'hôtellerie et de la thalassothérapie. La Tunisie est devenue la deuxième destination mondiale pour la pratique de cette activité. La plupart des nouveaux hôtels proposent désormais un espace bien-être à leur clientèle, comme par exemple à Yasmine Hammamet, au nord de Port El Kantaoui. Cette nouvelle station touristique compte des hôtels de luxe, des boutiques et une marina qui peut accueillir des bateaux de 110 mètres. C'est aussi dans cette station que l'on trouve l'un des meilleurs restaurants de la côte, la Bouillabaisse. En cuisine, les poissons sont accompagnés d'une testira, un mélange d'œufs, de tomates et de piments. Mais la spécialité du restaurant, c'est l'agneau à la gargoulette. Les morceaux d'épaule sont cuits avec du safran, du sel, du poivre et des pommes de terre, puis déposés dans cette gargoulette en terre cuite. Le chef la prépare selon la recette berbère, sauf pour la cuisson, car dans les villages du sud du pays, d'où provient cette recette traditionnelle, la gargoulette cuit dans un trou rempli de braise pendant 4 heures. Au moment de servir, on casse la gargoulette, c'est signe de convivialité, et l'on dit même que cela éloigne le mauvais œil. Avant de quitter la côte, petit détour à Sousse pour évoquer l'or jaune du pays, l'huile d'olive. Nous voici dans le musée de l'Olivier. Ce sont les Phéniciens, les fondateurs de Carthage au IXe siècle avant Jésus-Christ, qui introduisent la culture de l'olivier, développée par la suite à grande échelle par les Romains. Aujourd'hui, l'olivier couvre le tiers des terres cultivées dans le pays. La Tunisie est l'un des premiers pays exportateurs d'huile d'olive au monde. Sur la terrasse du musée, une dégustation d'olive et d'huile d'olive vous sera proposée. En Tunisie, vous trouverez sur toutes les tables des galettes ou du pain que l'on trempe dans l'harissa et dans l'huile d'olive en attendant l'arrivée des plats. Si l'olivier est répandu dans une grande partie du pays,
La vigne, c'est au nord de la Tunisie qu'on la trouve. Depuis quelques années, la production vinicole est en plein essor. Une dizaine de marques sont apparues, à l'image de l'une des plus prestigieuses du pays, le domaine Néferis, qui élabore des vins rosés, blancs et rouges, en collaboration avec le domaine sicilien Calatrasi. Chez nous, à Domaine Néferis, on travaille exclusivement les rouges avec du Carignan, qui est, on peut dire, le cépage autochtone tunisien. C'est des vignes qui ont entre 50 et 60 ans. C'est des vieilles vignes qui donnent un résultat extraordinaire. Quantité très peu, mais la qualité extraordinaire. C'est très concentré en fruité, en couleur, en arôme. Et c'est exclusivement notre produit phare. Ensuite, on a aussi de la Syrah. Pour les blancs, on a du Chardonnay et du Pedro Jiménez, qui est aussi un cépage, qui sont des cépages importés, quoi. Nous, on a une production annuelle qui varie entre 7000 hectolitres et 8000 hectolitres. 70% de cette production part à l'étranger, parce que nous sommes une société exclusivement exportatrice. Le 30%, le gouvernement nous permet de le commercialiser en Tunisie. Donc, la majorité part à l'étranger, donc ou bien en bouteille, et on vend aussi en vrac, un petit peu en vrac. En bouteille, c'est exclusivement l'Europe, donc c'est des pays comme la Finlande, la Suède, la Suisse, l'Italie, très peu en France, encore non en Belgique, mais en Canada aussi, on a exporté en Canada. Donc ça commence à bouger. Il faut savoir qu'on a seulement 7 ans qu'on existe. Et donc ça, depuis 3 ans maintenant, ça commence à bouger. On commence vraiment à bien exporter. Nous terminons notre escapade à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Tunis, à Sidi Bou Saïd. Ce village, jardin blanc et bleu, ce lieu féerique, source d'inspiration pour des artistes de renom qui l'ont immortalisé à jamais. C'est ici que nous quittons la Tunisie, un pays coloré, riche par sa culture, splendide par ses paysages, mais surtout attachant grâce au sourire et à la gentillesse de ses habitants.